Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la 4e session de ce symposium consacré à la e-santé et à ses apports, notamment en pleine épidémie de Covid. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 3 personnalités qui vont apporter leur regard sur les révolutions du numérique, notamment celles liées à cette épidémie actuelle. Il s'agit de Valérie Pécresse, la présidente du Conseil régional d'Île-de-France, de Dominique Pon, le directeur général de la Clinique Pasteur de Toulouse et le responsable ministériel du numérique en santé, et du professeur Gérard Friedlander, le délégué général de la Fondation Université de Paris. Nous allons aussi répondre aux questions que vous nous avez posées la semaine dernière. Pour mémoire, mercredi dernier, nous avons d'abord parlé de la façon dont les nouvelles technologies procurent une certaine liberté aux patients et peuvent aussi aider les soignants à prendre de bonnes décisions. Puis nous avons abordé un sujet qui nous concerne tous, comment utiliser au mieux la e-santé pour éviter certaines dérives. Les questions concernant le bon usage des données ont été largement évoquées. Enfin, vendredi, nous nous sommes intéressés au financement des recherches et aux conséquences de l'essor du numérique sur notre système de santé. Nous avons également discuté de la façon d'accompagner ce changement pour ne laisser personne au bord de la route. Avec David Deamorine, directeur e-santé innovation chez DocaPost, et 3 personnalités présentes la semaine dernière, nous allons tenter d'aller plus loin pour donner une vision globale de cette fameuse révolution de la e-santé et de ses conséquences. Mais tout d'abord, je vous propose de regarder Valérie Pécresse, qui nous a reçus lundi au Conseil régional et qui nous explique comment la Covid-19 impacte la politique de santé de la région Île-de-France. D'abord, la crise, elle a révélé un système hospitalier qui est à bout de souffle. Pourquoi un système hospitalier à bout de souffle ? Parce qu'on fait reposer sur ses épaules beaucoup trop de charges. L'hôpital public est le lieu vers lequel tout le monde converge. Et c'est ce qui s'est passé au moment de la Covid. Tout le monde a convergé vers l'hôpital public, alors qu'il y avait la possibilité de beaucoup mieux coordonner l'ensemble de l'offre de soins et de faire travailler la main dans la main les hôpitaux publics, les cliniques privées et les médecins libéraux. C'est pas le choix qui a été fait, mais parce que c'est une tradition française. Quand quelque chose va mal, tous à l'hôpital. Et nous pensons aujourd'hui que cette coordination, on doit la mettre en œuvre. On doit la mettre en œuvre pour, par exemple, lorsqu'il y a une pandémie très grave qui utilise nos capacités de réanimation, pouvoir décharger l'hôpital public vers les cliniques privées et faire non pas de la déprogrammation à l'hôpital public, mais de la programmation délocalisée avec les médecins parfois de l'hôpital public qui pourraient aller eux-mêmes dans les cliniques privées. Ou alors les cliniques privées prenant en charge elles-mêmes la reprogrammation. De la même façon, sur les médecins libéraux, ils auraient certainement pu jouer un rôle bien plus grand en recevant les malades en première intention au lieu que nous les envoyions directement à l'hôpital. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a cette coordination de l'ensemble de nos structures à laquelle nous devons nous atteler. Et cette coordination, elle se joue aussi, vous le savez bien, sur l'engorgement des urgences. L'engorgement des urgences est structurel en France. Il vient aussi de la façon dont nous finançons notre hôpital public à l'activité. Et donc, il n'y a pas d'incitation à faire en sorte que nous allions d'abord voir des médecins libéraux avant de nous précipiter à l'hôpital. Et c'est pour cela que nous plaidons ici à la région Île-de-France pour que la région puisse être à la tête des agences régionales de santé. Et pourquoi ? C'est parce que les régions financent les maisons médicales, les régions financent l'installation des médecins et la lutte contre les déserts médicaux, les régions financent aussi des équipements hospitaliers, les régions sont à l'interface entre tous les acteurs et nous avons une vision territorialisée des choses. Et là aussi, ce que la crise a montré, c'est une trop grande concentration, en tout cas en Île-de-France, des structures hospitalières en centre régional et pas assez en périphérie. La e-santé est absolument cruciale. L'innovation technologique en santé est absolument cruciale. Et pour nous, c'est un vrai axe d'amélioration de la qualité de soins et en même temps de désengorgement et de soulagement pour les professionnels de santé. Alors, on s'est déjà lancé dans des expérimentations de télémédecine. La télémédecine, ça permet de ne pas avoir à se déplacer quand on est en milieu très rural pour avoir le conseil médical. Ça, c'est très important puisque, je vous l'ai dit, nous avons des déserts médicaux. L'Île-de-France est le premier désert médical français. Pourquoi ? Parce qu'à 40 km de Paris, il y a beaucoup de population.
et il n'y a plus de médecins. Donc et puis on a des quartiers très populaires dans lesquels l'installation est problématique, plutôt pour des raisons de sécurité cette fois-ci. Donc si nous voulons conjurer cette désertification médicale, eh bien la e-santé joue un rôle. Alors comment est-ce qu'on la pratique, la e-santé? On la pratique de deux manières. D'abord en lien avec les cabinets médicaux locaux. Exemple, à Provins, cabinet médical, tous les petits villages autour de Provins peuvent s'équiper en vidéo pour pouvoir téléconsulter avec les médecins de Provins. On peut la pratiquer aussi en lien avec l'hôpital. C'est ce qu'on fait avec des maisons médicales dites hospitalières, comme à Coulommiers, comme à Fontainebleau. Donc vous voyez, la e-santé comme remède à l'éloignement et à la désertification médicale. Mais la e-santé, ça peut aussi être l'utilisation du big data. Nous allons avoir énormément de données de santé. Cette économie de la donnée, il faut que nous la structurions. Puis il y a un enjeu de souveraineté, parce qu'il ne faut pas que nos données de santé, elles partent à l'étranger pour être traitées par des Google ou par des GAFAM. Donc la donnée de santé, comment travailler sur cette donnée? Et là-dessus, nous finançons des expérimentations d'intelligence artificielle. On en a fait une l'année dernière, ce qu'on appelait le challenge intelligence artificielle cancérologie. On l'a fait avec Gustave Roussy. Gustave Roussy a accepté de mettre à la disposition de 10 startups toutes ces données médicales en matière de cancérologie. Et on a fait travailler ces startups sur comment utiliser ces données pour mieux personnaliser les traitements. Et ça, c'est un immense enjeu. L'intelligence artificielle et la donnée de santé. Et là-dessus, la région peut évidemment aider à faire émerger un vrai secteur industriel sur cette donnée. Vous savez peut-être que l'Île-de-France est la première région d'Europe sur les mathématiques, l'algorithmique, l'informatique. Il faut que cette informatique aille s'intéresser aux sciences du vivant. David, je vous laisse présenter nos invités et puis les 4 thèmes des débats que nous avons choisis pour regrouper l'ensemble des questions que nous avons reçues. Alors effectivement, nous sommes ravis d'avoir 3 représentants des précédentes tables rondes, donc avec Fabrice Denis, qui est oncologue et très en pointe sur les sujets notamment de numérique en santé, Daniel Benamouzig, qui est en charge de la chaire Sciences Po Santé, qui est aussi directeur de recherche au CNRS et à Sciences Po, et qui est aussi membre du comité scientifique, ainsi que Madame Citrini, qui représente les usagers de la PHP, qui nous a présenté de manière très brillante l'attente de ces usagers et qui finalement se représente elle, mais aussi toute cette multitude de patients qu'on a besoin d'entendre maintenant. Alors du coup, on a le plaisir de vous avoir pour répondre aux questions des auditeurs de la fois précédente. Avec 4 grands thèmes. Avec 4 grands thèmes, donc on a dégagé, et donc c'est pas nous, c'est la voix des auditeurs. Alors les grands thèmes, c'est le numérique en santé, est-il vraiment efficace? Les nouvelles pratiques à distance vont-elles faire mieux que le présentiel? Alors ça, c'est vraiment une question qu'on se pose beaucoup aujourd'hui. Les données et la souveraineté, conscient, consentant, on en est conscient maintenant, mais jusqu'où on est prêt à jouer le jeu finalement. Et 4e grande thématique, la transformation du système de santé, mettre le numérique au service de l'individu et pas l'inverse. Et donc nous avons le plaisir de pouvoir débattre, échanger avec nos intervenants sur ces sujets. Et nous allons commencer par l'efficacité du numérique en santé. Comment peut-on s'assurer qu'une appli est efficace ? Alors, les applications en e-santé peuvent être considérées pour la plupart comme des dispositifs médicaux. Pas nécessairement toutes, mais en tout cas pour un certain nombre d'entre elles, et notamment toutes celles qui concernent la télésurveillance de patients, donc des patients avec des maladies chroniques à leur domicile, qui utilisent une application, par exemple, pour envoyer leurs symptômes ou d'autres données vers les rétablissements de santé et être pris en charge. Ça, ce sont typiquement des dispositifs médicaux et ils doivent être évalués pratiquement comme des médicaments en termes d'efficacité. Donc l'évaluation clinique de ces dispositifs, si elle n'est pas réalisée,
par définition, ils ne peuvent pas être considérés comme efficaces. Il faut se comparer à l'existant lorsqu'on fait ce type de dispositifs médicaux. Et l'existant, s'il n'y a rien, alors on se compare au parcours de soins classique. Mais s'il y a déjà quelque chose qui existe, il faut se comparer aux meilleurs soins déjà mis en évidence et utilisés. Alors c'est pour ça que finalement, ça fait déjà un certain écrémage en termes d'évaluation de l'efficacité. Parce que peu de dispositifs médicaux en e-santé ont eu une évaluation clinique prospective. Ceux-là doivent être étudiés déjà en termes d'efficacité pour aller à l'étape d'après qui est être proposés en vie réelle à des patients. S'il n'y a pas d'évaluation clinique, il n'y a pas d'efficacité. Pour vous qui représentez les patients, quels sont vos critères? Est-ce que vous connaissez tout ce qui se passe en amont? En amont, on ne connaît pas obligatoirement tout ce qui se passe. Par contre, au-delà de cette évaluation, il y a un besoin de rendre autonome le patient s'il le souhaite. C'est-à-dire que l'outil numérique ne devra pas remplacer le patient qui aura envie d'un contact humain régulier avec son médecin. Il ne le remplace pas, mais s'il doit choisir une appli, est-ce qu'il a les critères suffisants pour trouver la bonne appli? Non, il est en confiance avec son médecin et c'est souvent le médecin qui va lui faire la proposition, à moins qu'on soit très actif sur les réseaux sociaux et qu'on regarde la dernière montre connectée, la dernière appli connectée. Mais la plupart du temps, c'est quand même vers son médecin qu'il va se retourner et c'est le médecin qui lui fera la proposition. À la chaire de Sciences Po, chaire santé de Sciences Po, est-ce que ça fait partie des sujets qui vous préoccupent? Oui, c'est effectivement un sujet important en termes de développement. Peut-être 2 points par rapport à ça, et on le voit bien à travers les remarques qui ont été faites. C'est-à-dire qu'une appli, d'une certaine manière, c'est une conjonction entre des dimensions techniques, à la fois médicales et numériques, et puis des usages pratiques par un certain nombre d'acteurs. Donc, tant qu'on n'a pas assuré ce lien et la solidité de ce lien-là, d'une certaine manière, l'efficacité, en réalité, n'est pas garantie. Donc ce lien est extrêmement important. Donc il faut s'assurer qu'on puisse aussi voir comment tout ça est déployé, etc. Et le deuxième élément, c'est qu'on voit bien qu'on a tout un écosystème qui est porté par des acteurs de l'innovation, y compris auprès des différentes spécialités médicales en matière de médecine, en matière d'accompagnement de traitement, de manière générale. Mais il y a aussi tout un vaste aspect d'usage qu'on peut imaginer plus dans le domaine de la santé publique, auprès des populations, auprès d'acteurs qui ne sont pas spécialement malades, mais qui ont une vraie demande, une vraie préoccupation en termes de santé. On le voit sur les questions d'alimentation, on le voit sur les questions d'environnement. Donc il y a aussi là tout un enjeu d'accompagnement d'un écosystème un peu large. Et c'est aussi d'une certaine manière, dans le contexte de crise qu'on est en train de vivre, d'un élargissement à la santé publique de préoccupations sanitaires qui, historiquement, ont été plutôt médico-centrées, voire hospitalo-centrées. Une information simple et pour tout le monde, pas globalement. Et sur des sujets variés. Et sur des sujets variés. David? Alors du coup, il y a une grosse actualité sur le vaccin en ce moment, évidemment. Alors le digital, ça pourrait probablement être très utile sur ce sujet-là également. Alors tout d'abord, quels seront les premiers bénéficiaires du vaccin? Est-ce que c'est les personnes fragiles, les plus jeunes? Et puis comment est-ce qu'on pourrait les aider avec du digital sur ces sujets-là? Peut-être Fabrice pour lancer le... C'est vrai que c'est une question qui est revenue très très souvent. Le vaccin, ou les vaccins, parce qu'il y en aura probablement un certain nombre à arriver, intuitivement auront comme première indication les sujets qui vont le plus souvent en réanimation et font le plus de formes graves, donc plutôt les personnes âgées afin de les préserver de ces formes graves. Les professionnels de santé aussi, puisque évidemment... Je vous interromps parce que ça veut dire, dans ce cas-là, vous parlez d'un vaccin pour des gens qui ont déjà été malades et non pas d'un vaccin préventif. Il y a 2 types de vaccins. Non, je parle de vaccin préventif, c'est-à-dire qu'on va vacciner, pour l'instant, les personnes qui n'ont pas eu la Covid. Les vaccins thérapeutiques, je ne suis même pas sûr qu'il y en ait en évaluation dans des essais randomisés pour la Covid. Non, je parle des vaccins préventifs. On ferait cette vaccination pour les personnels de santé et les personnes à risque, donc principalement après 60 ans ou avec des comorbidités. Après, les jeunes et la vaccination, ça va être un sujet parce qu'on va être sur des vaccins qui sont nouveaux, avec des méthodes d'action qui ne vont pas être forcément pour tous des méthodes
méthode classique. Hein. Autrefois, on utilisait des morceaux de virus qu'on injectait, etc. Là, on va être sur de l'ARN messager. Ce sont des nouveaux dispositifs qui nécessiteront d'être évalués sur un terme un peu plus long que les vaccins classiques. Donc, il est probable que la vaccination se fasse de façon un peu différenciée, et en termes de méthode, et en termes de produits, et en termes de cibles, hein, et de population cible. Mais a priori, on s'orienterait vers ce type de vaccination avec des outils numériques qui auraient plusieurs possibilités pour augmenter l'efficacité ou l'usage. On sait que la population, en tout cas française, n'est pas très chaude, en tout cas à haute proportion, pour se faire vacciner, pour plusieurs raisons. Une des raisons est justement l'absence de recul vis-à-vis de ces vaccins. Effectivement, les études qui se terminent, les études randomisées, ont en moyenne 4 à 5 mois de recul, ce qui est suffisant pour des vaccins classiques, hein, avec des virus atténués, mais pour des virus à ARN messager, où finalement on injecte des morceaux de virus chez les patients, et dans leurs cellules, qui vont produire cette nouvelle protéine virale et qui sera reconnue par le système immunitaire. Effectivement, on aura besoin de recul un petit peu plus long pour faire un déployage peut-être largue à main nue. Et bien là, les outils numériques peuvent être intéressants parce qu'on peut tout à fait imaginer des applications compagnons, c'est-à-dire, imaginons, un vaccin, une boîte de vaccin, un flashcode dessus, on flash avec son téléphone le vaccin, et on a pendant 15 jours par exemple, et puis après tous les 3 mois, des questionnaires automatiques sur vos symptômes, sur votre ressenti, sur la fatigue, est-ce que vous avez eu des frissons, etc. Et ça, ce sont des choses qui sont en train d'apparaître, ces applications compagnons, et qui peuvent tout à fait rassurer les utilisateurs en disant, au moins on va s'occuper de mon suivi, et aussi rassurer, je dirais, les autorités pour vérifier que les données en vie réelle de toxicité sont les mêmes que celles qui étaient observées dans les études. Le sociologue que vous êtes, peut-il comprendre pourquoi, dès qu'il y a une nouvelle maladie qui apparaît, tout le monde crie « il nous faut un vaccin », et dès qu'un vaccin est mis au point, les gens disent « ah non, pas pour moi ». C'est un des nombreux paradoxes de cette épidémie. On est souvent sur des lignes de crête où on a des options contradictoires et on a beaucoup de mal à se positionner. Quand un choix est fait dans une direction, en général, on avance l'autre option et réciproquement. Donc ça fait partie d'une dynamique qu'on commence à bien connaître, hein, et qui relève aussi d'un phénomène d'apprentissage collectif sur ces questions-là. En matière de vaccination, et ça a été dit, il y a sans doute au moins 2 gros enjeux. Il y a l'enjeu de la confiance, et donc qui débouche sur les formes d'acceptation vaccinale, de positionnement par rapport au vaccin. Ça, c'est un premier enjeu. Il y a un deuxième enjeu qui est plus nature un peu épidémiologique, hein, qui est une logique de surveillance épidémiologique pour avoir des bons indicateurs, pour pouvoir construire des stratégies avec les autres leviers plus de santé publique. Hein. La vaccination ne fera pas tout, de toute façon, dans quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve et quel que soit le niveau de couverture, probablement partielle pendant un certain temps. Donc on a ces 2 enjeux de confiance et de surveillance épidémiologique, disons. Et là, on peut imaginer effectivement qu'il y ait des usages qui se renforcent. On a parlé effectivement d'applications compagnons à l'échelle individuelle. Il y a aussi toute une problématique probablement de pharmacovigilance à proprement parler, hein, qui est déjà structurée en termes numériques avec une plateforme nationale qui permet de recueillir des événements indésirables avec des plateformes régionales. Donc il y a déjà une infrastructure numérique, elle est probablement à enrichir effectivement avec une déclinaison plus individuelle. C'est un enjeu c'est certainement un enjeu des prochains mois. On est plutôt, ça a été dit par le président de la République hier soir, dans une logique qui ne sera probablement pas d'obligation vaccinale. Donc ça veut dire que la notion de choix est extrêmement importante et que derrière la notion de choix, il y a une notion d'information pour que ces choix soient les plus informés possibles, soient les mieux informés possibles. Et c'est peut-être le rôle des associations de patients. Ah, pas que, c'est aussi le rôle des professionnels, de ceux qui sont en communication. On ne peut être volontaire à quelque chose que l'on ne comprend pas. Si l'on ne comprend pas ce qui motive le choix national qui sera fait, international, mondial qui sera fait, on n'aura pas d'adhésion, on n'aura pas de compréhension et on aura toujours des craintes. Alors moi, je pense que c'est très intéressant d'avoir des applications compagnons. On devient sujet d'une forme de recherche à grande échelle. On a l'habitude, quand on vit avec des maladies chroniques, très fréquemment, on est sujet de recherche auprès de nos scientifiques. Et je pense qu'il va vraiment falloir être
extrêmement transparent et très honnête sur l'information que l'on donnera autour du vaccin. Donc, communiquer Alors- et puis finalement solliciter aussi la fibre citoyenne des patients. Ce qui est très surprenant, c'est que quand on comprend les choses, on ne se pose même pas la question, on y va. On y va spontanément. Donc, le cancer n'a pu évoluer qu'avec les patients qui malheureusement étaient atteints d'un cancer. La muco, c'est pareil, l'hémophilie, on voit. Donc, si on explique bien et que l'on accompagne et qu'on est transparent, on aura une chance de réussir. Merci. On va aborder le deuxième thème, hein, puisque le temps passe toujours trop vite quand on a des discussions aussi intéressantes. Ce second sujet concerne les nouvelles pratiques à distance. Est-ce que finalement la télémédecine finira par faire mieux que les bonnes vieilles consultations traditionnelles ? En tout cas, pas avant que je sois en retraite, ça c'est sûr. Et vous êtes encore très jeune. Oui, non, mais suffisamment. Non, parce qu'en fait, avec l'expérience, ce dont on se rend compte, c'est que ces outils ne remplacent pas, mais non seulement ne remplacent pas, mais peuvent être plutôt complémentaires du présentiel, en fait. Et typiquement, c'est ce qu'on observe en télésurveillance, où on surveille des patients, par exemple, avec un cancer à distance, mais on les voit quand même physiquement, et on se sert de l'outil soit pour faire du diagnostic précoce, c'est-à-dire que plutôt que de les voir empiriquement tous les 3 mois, on les voit lorsque les choses ne vont pas, mais on garde aussi ces consultations systématiques pour avoir une sorte d'outil qui complétera la consultation. C'est-à-dire qu'on voit notre patient et on a un tableau de bord que le patient a créé lui-même avec son application, et là on optimise la consultation présentielle avec le distanciel. Et c'est comme ça que cela va fonctionner. Ça ne remplacera pas, ça complétera. Je voudrais juste raconter une anecdote. Quand nous avons préparé cette série de sessions, il y a une des personnes, je ne sais plus qui, et c'est pas grave, qui m'a dit finalement la téléconsultation c'est bien parce que comme le patient est dans l'écran, ça évite aux médecins de se cacher derrière l'écran pour annoncer des mauvaises nouvelles. Ouais, J'ai beaucoup aimé cette notion-là. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie Citrini ? Alors, je suis naturellement très éducative avec les professionnels de santé qui auraient tendance à se cacher derrière un écran, vous imaginez bien. Mais je vous rejoins sur ce tableau de bord. Je vous rejoins en tout cas sur déjà l'idée que vivre avec une maladie ne fait pas de nous des gens passifs face à cette maladie. Et les applications peuvent être vraiment un moyen de créer cette dynamique d'alerte. Et pour moi, c'est vraiment un temps d'alerte qui est donné aux professionnels, mais aussi à moi-même, sur l'évolution de ma pathologie, sur comment... voilà, rien ne remplacera le présentiel. Jamais. Jamais. Ça n'est pas possible en santé. Non, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter. Effectivement, on voit bien que, comme ce qu'on disait pour d'autres types d'applications, c'est la conjonction. C'est la conjonction entre le numérique et une relation humaine, qui est une relation bilatérale, avec des besoins qui ne sont pas les mêmes des deux côtés. Donc c'est véritablement ça l'enjeu. Peut-être le point que j'aimerais souligner, et peut-être qu'on a fait un progrès pendant l'épidémie par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a peut-être 2 modèles en fait, de télémédecine, consultation, etc. Un modèle de plateforme où à la limite on essaye le plus possible de se dispenser de la relation en produisant un certain nombre de services, en captant un certain nombre de professionnels, et donc du coup en essayant de se dispenser d'un ancrage de terrain, d'un ancrage relationnel. Et puis il y a une autre version qui est plutôt celle qui a été exprimée, qui est celle vraiment d'une insertion dans des relations sociales existantes, dans des formes d'interdépendance complexes dans la durée, avec des formes d'aller-retour, etc. C'est clairement 2 philosophies assez différentes, et si on veut éviter une forme d'ubérisation de la télémédecine ou de la santé, voilà, probablement un modèle est plus vertueux que l'autre, et il me semble que c'est un apprentissage qu'on a fait au cours de cette épidémie, de l'importance de cette dimension relationnelle. Il faudra continuer probablement à rester vigilant. Et pour autant, effectivement, on ne va jamais remplacer complètement la relation humaine par le numérique à distance. Pour autant, il y a quand même des endroits où c'est quand même compliqué d'accéder à sa clinique, à son hôpital, de rencontrer son professionnel de santé. Donc même si on ne va pas remplacer, est-ce qu'on ne peut pas imaginer des modèles un peu intermédiaires pour continuer à garder cette relation à distance, même si elle est de moins bonne qualité, mais pour autant pour pouvoir continuer à la capitaliser et l'entretenir ? C'est effectivement un problème que la désertification que l'on a de notre système sur tout le territoire, comme le numérique se confronte au problème des zones blanches et des personnes aussi qui sont en fragilité numérique, qui n'ont pas la connaissance, l'expertise, le savoir-faire pour utiliser le numérique. C'est un outil
important pour ne pas rompre le parcours de soins. Ça ne fait pas le parcours de soins. C'est-à-dire que c'est un outil important pour donner des éléments et réassurer le patient et avoir l'accompagnement d'un professionnel qui peut être très éloigné. Il n'en restera pas moins que ça n'est qu'un outil du parcours de soins. Le parcours de soins, c'est la rencontre entre deux personnes, un qui a un savoir académique, un qui a un savoir d'expérience, et dans cette rencontre-là, on trouve la meilleure solution. Recréer du lien, même à distance. Fabrice, du coup, en cabinet, en oncologie, on l'a vu, il y a eu des personnes qui ont presque ralenti, voire très fortement ralenti leur relation avec leur médecin. Là, on a eu vraiment un phénomène expérimental de rupture de parcours de soins, surtout pendant la première vague, où dans certaines zones, 20 à 30% des patients ne venaient plus à leur consultation, pour ceux qui sont en surveillance. Et puis pour ceux qui avaient un cancer qui devait être pris en charge, ont attendu des mois avant de revenir dans le circuit ou d'y aller. Là, on a vécu et on va vivre une vague supplémentaire de formes graves de cancer qui n'ont pas été pris en charge, alors qu'en théorie, on a les outils pour au moins éviter le rien. Parce que là, c'est rien. Hein. C'est pas un peu, c'est rien. Donc la télémédecine aurait de toute façon fait mieux que rien. Donc là, c'est une opportunité au niveau des politiques nationales de santé, probablement, que de réinsister sur ces parcours de soins digitaux, même s'ils ne sont pas parfaits. Hein. Probablement, et dans des situations qui sont effectivement cancérologiques assez dramatiques, hein, et qui, la résorption va être délicate. Mais on le voit aussi sur la santé mentale, par exemple. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de types de consultations pendant des périodes parfois assez longues, en fait, hein, où le thérapeute était en relation avec son patient dans une situation qui était quand même critique. Hein, et là, je trouve que c'est un assez bon exemple de la manière dont, dans le cadre d'une relation thérapeutique qui existe déjà, qui est difficile à établir sur des bases purement numériques, ou en tout cas qui ne peut jouer que provisoirement, ça constitue un certain apport et qui peut être utile, y compris sur les durées finalement assez longues. Hein. On n'est pas sur des choses ponctuelles, mais qui s'inscrivent dans un cadre qui est construit sur une base interhumaine par ailleurs. Donc voilà, toujours penser cette conjonction entre les deux dimensions, et après elle peut prendre des vitesses et des morphologies, j'allais dire, qui sont effectivement de nature variable. C'était justement la question suivante que je voulais vous poser, c'était sur la psychiatrie, parent pauvre de la médecine. Est-ce qu'elle va elle aussi bénéficier de ces progrès, et notamment de la téléconsultation? Je vous demanderai des réponses courtes tous les deux, pour juste qu'on soit pour moi, la psychiatrie va être le premier domaine qui va bénéficier de la e-santé sur deux éléments. La télésurveillance, qui va permettre justement à des patients qui ont des pathologies chroniques psychiatriques de bien vérifier que leur traitement est efficace. Il faut imaginer que théoriquement, avec un smartphone, on peut tout à fait savoir si le patient prend son antidépresseur et s'il est efficace en mesurant simplement ce nombre de pas dans la journée. Parce que dès qu'il rechute, il bouge moins, tout simplement. Ça, c'est quelque chose qui est facile à évaluer, qui ferait qu'on éviterait qu'un patient sur deux avec un antidépresseur l'arrête au bout de 8 jours. Parce qu'il ne sert pas à grand-chose. Parce qu'il ne sent pas l'effet immédiat, forcément, ça agit au bout de 3 semaines. Donc, aide à la surveillance, à la compliance des traitements, et puis surtout, aide à se reconditionner dans le cadre de troubles phobiques, par exemple, avec la réalité virtuelle, hein, dont on sait qu'on peut tout à fait se soigner et se guérir de certains troubles phobiques ou obsessionnels à partir de ces nouvelles méthodes de e-santé. Donc oui, il y a le plus grand potentiel pour moi en e-santé, il est en psychiatrie. Marie, pour vous ? Je rejoins tout à fait cet avis. Je pense que vraiment, dans la maladie psychique et psychiatrique, il y aura quelque chose de très très valorisant pour les personnes en souffrant et pour pouvoir les accompagner le plus sereinement possible. Ce qui est une très bonne nouvelle. David ? Alors justement, on parle beaucoup de cette dimension psychiatrique, mais finalement, est-ce qu'on pourrait aller plus loin dans cette pratique autour de la médecine psychiatrique grâce au digital? Parce que finalement, comme on est sur un champ qui est encore peu balisé aujourd'hui, dans cette relation à distance, est-ce que ce n'est pas là où on aurait le plus grand potentiel de développement finalement? C'est souvent sur des territoires un peu inconnus, où on a beaucoup de choses à exploiter en termes d'opportunités. Au-delà du territoire inconnu, c'est un territoire non accompagné par nos politiques de santé. Et le plus gros problème vient de là. Et il
Il faut absolument être en capacité d'identifier, d'accompagner ces professionnels de santé, mais aussi ces patients, sur du très long terme, avec des hauts et des bas qui sont beaucoup plus conséquents parfois que dans une maladie chronique dite classique, si je peux utiliser cette terminologie. Et donc, il y a d'abord un vrai regard de nos politiques vers cette maladie psychiatrique et vers l'accompagnement qu'on doit faire de ces équipes-là. Je vous prends un exemple. On a très court, sur le coup de la deuxième vague, comme ils disent. On a en urgence pédiatrique des enfants avec un taux beaucoup plus important qui arrivent avec des tentatives de suicide. Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants? Où les accompagne-t-on, où les mène-t-on? Parce que ce n'est pas parce que demain on déconfine que les enfants iront mieux. Ils ont vécu quelque chose qui les a brisés à un moment donné. Ben, aujourd'hui, la médecine psychiatrique en France, c'est pas terrible. Elle n'est pas reconnue. Donc là, typiquement, la transition... il faut qu'on... Justement, pardon. Justement, je suis maître des horloges. Voilà, tu fais bien. Du coup, effectivement, on le voit, là, on est quand même sur des sujets qui touchent à l'intime. Aller détecter des signaux faibles ou des signaux forts sur l'état des gens, des enfants, on le voit bien, il y a des choses très intéressantes à faire, mais ça soulève instantanément la question de où sont mes données. L'épineux problème des données de santé, est-ce qu'elles pourraient être manipulées? Alors moi j'ai la réponse, mais cette question est souvent revenue lors de nos précédents débats, donc je la ressoumets à l'audience ici présente. Alors vous, par exemple, en cancérologie, vous avez beaucoup de données. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire le risque? Le risque, il est faible en France, globalement, parce que là, pour le coup, si on utilise un logiciel de e-santé ou de télésurveillance en oncologie, il doit être marqué avec un marquage CE de classe 2A. Donc il y a quand même... Il y a des garanties. Il y a des garanties on est vraiment au-dessus du lot, quand même, globalement, en termes de protection des données. Après, on peut toujours imaginer qu'un établissement se fasse pirater son système d'information. Ça arrive de temps en temps. Ça arrive une fois de temps en temps. Bien sûr, mais bon... Ça arrivera de moins en moins. Là, c'est du piratage, c'est pas du mésusage, entre guillemets. Non, c'est du piratage. En termes de mésusage, c'est vrai que ça reste quand même plus compliqué dès lors qu'on a ces fameux hébergeurs agréés données de santé, avec des hébergeurs souverains en France, etc. Comme disait Madame Pécresse tout à l'heure, c'est vrai que l'idée que nos données de santé soient exportées dans d'autres pays, là, évidemment, ça pose question, surtout qu'on a largement la capacité en France de les héberger et de les gérer nous-mêmes. D'accord. Les données de santé, vous avez des remarques à faire l'un et l'autre? Oui, j'en ai une. Bien sûr. Que la donnée de santé, elle m'appartient à moi d'abord. Oui. Et donc, je rappelle, comme je l'ai fait lors de la première table ronde, que c'est un principe d'opposition et que ce qui n'est pas expliqué à l'entrée d'un hôpital ou à l'entrée d'un lieu de santé, c'est que de toute façon, la donnée va être agrégé dans cet immense entrepôt de données. Il faut expliquer aux Français à quoi ça sert. Il faut expliquer aux Français que ça va servir à des chercheurs pour faire des grandes cohortes épidémiologiques. Et il faut aussi que le gouvernement explique aux Français que ça ne va pas inciter des politiques de santé qui deviendraient des politiques de santé stigmatisantes ou discriminatoires. Et alors, j'ai une autre question vous entendant. Le jour, j'accepte de donner mes datas. Si un jour je veux les récupérer, si un jour je veux m'opposer, est-ce que j'ai le choix? Est-ce qu'à un moment je peux dire je ne veux plus? Ou est-ce qu'une fois que c'est agrégé et anonymisé, de toute façon mes données elles sont parties dans quelque chose de beaucoup plus vaste? Mon Dieu, j'aurais pas la technique ou l'expertise pour le dire. C'est extrêmement compliqué, je pense. C'est pseudo-anonymisé et c'est extrêmement compliqué. Mais l'idée n'est pas de faire une opposition. L'idée est juste d'expliquer aux Français à quoi leurs données de santé peuvent servir et les rassurer sur le fait que ça restera quand même sous un contrôle très éthique de la chose en Europe ou de préférence en France. Daniel, quelques mots. Effectivement, on retrouve sur cette question-là, comme sur d'autres, la question de la confiance. Comment la confiance se construit? Elle se construit par des institutions qui sont adaptées et qui ne sont pas simplement des hébergeurs, des systèmes de stockage des données, d'utilisation des données, etc., qui sont des institutions sociales. Et donc, il y a un enjeu aussi d'une forme de transparence sur les critères qui sont utilisés, sur la manière dont tout ça évolue dans le temps. Et donc là,
on a à inventer, mais on n'est pas spécialement en retard par rapport à ça. Je dirais même qu'en France, on a un certain degré d'imagination en la matière, de cet accompagnement juridique, éthique, social, participatif, dans lequel on doit inclure l'ensemble des parties prenantes pour construire ces éléments-là. On a probablement des bases, je dirais, en Europe au sens large, qui sont évidemment un peu différentes de celles qu'on a dans d'autres pays, que ce soit les États-Unis ou que ce soit des pays asiatiques. Et on a probablement des choses et des éléments à faire valoir pour consolider cette confiance. Et du coup, si on a confiance, on peut donner des données, mais du coup, finalement, pour réaliser cet acte, il faut avoir une compréhension, on l'a eu plusieurs fois dans votre bouche, il faut avoir une compréhension donc de la pédagogie sur finalement le retour sur investissement de ces données. Ce n'est pas forcément un retour sur investissement économique, bien évidemment, mais bien comprendre à quoi elles vont servir, bien comprendre quel est le service rendu. On l'a vu aussi avec maladie coronavirus, Fabrice, du coup, à partir du moment où on sait quel est le service qui est rendu avec ces données, les gens peuvent jouer massivement au jeu, en fait. Absolument. Ça a été vraiment une information de la crise épidémique actuelle, c'est que les personnes font confiance à la e-santé si les critères les intéressants sont réunis. Et c'est quoi les critères ? C'est effectivement avoir des données le plus anonymes possible, et surtout s'il n'y a pas spécialement d'utilité à avoir le nom, etc. des gens. Là, c'était le cas. C'était anonyme, on ne demandait pas les noms, les mails, etc. S'il y a un service direct derrière, je l'utilise, j'ai un service. Là, l'idée était d'orienter les patients suspects d'avoir cette infection vers le bon parcours de soins. Les urgences ou bien le médecin généraliste ou au contraire rester à la maison. Donc il y avait un service direct sans contrainte liées à des noms ou des prénoms ou des choses sur l'état de santé qui pouvaient permettre de retrouver la personne utilisatrice. Et finalement on a eu 13 millions et on continue d'avoir encore plein d'utilisateurs. Et en plus, là, pour le coup, ces données sont gérées par l'Institut Pasteur et la PHP pour faire de l'étude épidémiologique. Et c'est à ce jour le meilleur outil de suivi de l'épidémie du Covid. En France et probablement dans le monde. Avec 13 millions, Avec 13 millions, ça n'est jamais arrivé qu'une application e-santé soit utilisée par 13 millions de personnes. Donc on est prêt à l'utiliser parce qu'en une minute, finalement, j'ai la réponse à ma question. Voilà. Où est-ce que je dois aller si je soupçonne des symptômes du Covid ? Elle a été faite avec les utilisateurs eux-mêmes dans le cadre d'une participation citoyenne. On était 80 médecins, patients, chercheurs à se réunir en quelques jours pour produire cette application citoyenne. Et finalement, les gens s'y sont retrouvés et continuent de l'utiliser. Oui. Donc les gens sont prêts à partager de la donnée, en fait. Ah, mais ils sont prêts à travailler sur du partage de données quand l'outil qui est créé est partagé. Comme vous le disiez, médecins, usagers, voilà. Alors, d'autant plus que le retour sur investissement, il est d'abord individuel, c'est ma santé, puis collectif, parce que ça sert pour tout le monde. Donc, bien sûr. Est-ce que c'est un message que les gens comprennent bien, ça, maintenant Moi, je crois qu'on a une tendance longue. On voit se développer effectivement ce type d'approche. Elles sont très importantes pour le développement du numérique. Elles sont aussi très importantes sur nos politiques de santé d'une manière générale. Et on sent bien que tout ça, à la fois, va dans un certain sens de l'histoire et en même temps est poussif. Donc ça suppose de le rappeler constamment, de le mettre en œuvre le plus souvent, d'avoir des histoires qui fonctionnent, des success stories. Et puis, à l'inverse, qu'on sache aussi gérer des situations qui sont un peu plus malheureuses, voire franchement risquées, et qu'on puisse les identifier comme des formes de transgression par rapport à un souhait commun ou à des formes de normes collectives qu'on souhaite construire dans ces domaines. Messieurs, madame, messieurs, merci. On a encore un sujet sur lequel j'aimerais revenir, c'est la transformation du système de santé à laquelle nous assistons, avec une vraie question, comment l'accompagner ? Oui, ça c'est un gros sujet, c'est-à-dire comment on démultiplie finalement cet effort qu'on a en ce moment à large échelle, d'utiliser le numérique aussi comme un outil qui se diffuse. C'est la question de l'urgence d'impliquer les accompagnants aussi. On parle beaucoup du patient, mais il faut aussi accompagner le professionnel de santé, les accompagnants, les paramédicaux, réconcilier les différentes sphères par la simplicité d'usage, par la formation. Donc là, on touche des sujets qui sont au-delà du numérique sur l'humain. Comment est-ce qu'on accompagne ce changement d'échelle ? Et puis, pour accompagner ce changement d'échelle, il faut aussi valoriser les gens qui s'impliquent dans cette transformation. Et on sait, le système de santé, aujourd'hui, c'est plutôt un système qui est fondé sur un modèle à l'acte. Donc on va découper en rondelles les différents actes médicaux, comment on leur donne une cohérence, comment on valorise les établissements de santé, cliniques, hôpitaux, acteurs territoriaux, qui cherchent à promouvoir cette approche, on va dire, plus globale de parcours de soins,
et moins cette vision unitaire du soin. Et on en a besoin pour créer notamment, renforcer ce lien ville-hôpital encore plus en ce moment. Donc on est au début un peu de ce changement qu'on a touché du doigt là, avec la pandémie de manière très forte, très visible et tangible pour nous. Mais du coup, comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin par rapport à ça, accompagner ce changement à large échelle et valoriser tous les acteurs qui ont besoin d'être reconnus aussi dans cet effort? La militante de l'hôpital public a plein d'idées sur le sujet, donc on va faire le plus court possible. On touche la fin, effectivement. De façon évidente, en tout cas, si on veut faire rentrer le numérique à l'hôpital, il va falloir juste qu'on trouve le financement, parce que tarification à l'acte et numérique, ça ne va pas le faire. C'est juste incompatible déjà, de départ, premièrement. Deuxièmement, l'outil numérique, l'application numérique peut être aussi facilitateur de l'organisation du travail des professionnels de santé, qu'à la condition qu'on arrête d'aller regarder parfois des analyses et des indicateurs qui ne correspondent à rien et qui n'ont pas d'écho chez les soignants. Ce qui a un écho chez les soignants, qu'ils soient médecins ou infirmiers, c'est que le malade qui l'accueille soit bien accueilli, bien soigné au bon moment. Et parfois, il y a des indicateurs qui sont demandés par des autorités qui sont juste d'une aberration incroyable. Donc je pense qu'il faut vraiment regarder de nouveau le financement de l'hôpital et puis valoriser aussi le travail du quotidien qui peut être facilité par le numérique, mais qui reste quand même celle ou celui qui vous tient la main au moment où vous n'allez pas bien. Oui, tout à fait. Et du coup, Daniel, ça veut dire qu'il y a une question finalement, c'est peut-être pas forcément du financement additionnel, c'est peut-être réfléchir différemment du financement, ou en tout cas repenser un peu la logique du parcours de soins et de son financement. Moi, ce qui me frappe, c'est à la fois les constats qu'on peut faire aujourd'hui et quand même une difficulté à définir des perspectives de moyen terme. Je pense qu'il y a encore un travail de définition de ces perspectives et des directions dans lesquelles on souhaite aller qui mérite d'être élaboré, et c'est un travail assez conséquent. On a fait le constat, d'une certaine manière, d'une forme d'obsolescence de certains outils en matière de santé. On a des modèles qui datent et qui sont peut-être plus complètement adaptés à certains types de besoins. On a par ailleurs, on le voit à maints égards, des nouveaux venus, en quelque sorte, dans le système de santé. La technologie en fait partie, mais il y en a d'autres, à commencer par le virus, un risque épidémique de grande ampleur. On pourrait mentionner la nécessité d'avoir de meilleures articulations, non seulement avec la médecine ambulatoire, qui existe et qui est structurée et qui évolue aussi selon ses propres logiques, mais de la santé publique, qui, d'une certaine manière, a été différente. Donc comment on réintègre un peu tous ces éléments-là, c'est cette articulation, cette architecture qui mérite d'être repensé. Et il est clair, et je pense qu'il est clair maintenant pour l'ensemble de nos citoyens et probablement de nos responsables politiques aussi, que cela ne peut pas se faire à coût constant ou simplement avec des formes d'augmentation de moyens incrémentaux. C'est-à-dire que l'enjeu qui est devant nous, c'est quel type d'investissement on doit faire et pourquoi et comment, de manière la plus raisonnable, la plus raisonnée possible, on souhaite investir dans le domaine de la santé. On a connu des phases comme ça dans notre histoire, dans les années 50-60, on a eu des plans d'investissement qui ont fait la médecine moderne de l'époque et qui sont le capital sur lequel on travaille encore aujourd'hui. Je crois qu'on rentre dans une ère, dans une période, il ne faut pas trop se précipiter, ça va prendre un certain temps de choix des investissements que l'on souhaite le plus avisé, le plus pertinent, le plus partagé possible. Et là, on a un enjeu collectif qui est majeur. Donc c'est le moment de repenser finalement une nouvelle ère qui s'ouvre devant nous. Et du coup, Fabrice, comme vous êtes quand même relativement en pointe sur tous ces sujets de numérique en santé, avec des applications qui ont été reconnues au niveau mondial, du coup, comment vous voyez cette nouvelle ère ? Comment est-ce qu'on passe de cet ancien monde à ce nouveau finalement ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour enclencher la dynamique ? En fait, on a un petit peu raté le coche avec l'épidémie Covid, pour la télésurveillance, notamment en cancérologie, puisque les outils, ils existent pour surveiller les patients. Simplement, la plupart n'ont pas de remboursement, alors qu'ils sont basés malgré tout sur des algorithmes qui tiennent la route et fonctionnent. Si un outil n'est pas pris en charge, donc pour financer l'éditeur, le producteur du logiciel, plus important encore, si l'outil n'est pas prescrit par le médecin parce que simplement l'établissement n'a pas d'acte qui va le valoriser pour l'utiliser,
Et si, a fortiori, on ne crée pas un acte pour une infirmière à domicile pour aller justement rencontrer les personnes fragiles et qui sont dans la fracture numérique et qui bénéficient le plus de ce type d'outils, ils sont isolés numériquement et lorsqu'on leur met à disposition ce type d'outils de télésurveillance, c'est eux qui ont les plus grands bénéfices en survie et en qualité de vie. Eh bien, il faut créer cet acte infirmier de télésurveillance, il faut créer cet acte médical et paramédical dans les établissements de télésurveillance, comme on a des actes pour faire des ponctions, etc. Il n'y a aucune raison qu'une infirmière de coordination ne soit pas financée par ces actes pour utiliser ces logiciels qui, je le rappelle, ont montré des améliorations en survie et en qualité de vie, ce que beaucoup de médicaments qui sont remboursés n'ont pas montré. Et puis, bien sûr, valoriser aussi ces logiciels, parce que si les éditeurs de logiciels n'ont pas cette visibilité financière pour concevoir, pour évaluer cliniquement ces logiciels, ils vont simplement arrêter de les faire. Et dans 1 an, si on n'arrive pas à réunir ces éléments, la France, qui est leader en e-santé, va être encore une fois, c'est possiblement, à la fin, à l'arrière de l'Europe, parce que les pays autour, Belgique, Allemagne, Espagne, sont dans cette dynamique de financer les actes, le logiciel. Et aux États-Unis, la télésurveillance en oncologie deviendra le standard et sera obligatoire dans les 18 mois pour prendre en charge les patients avec un cancer. Donc on voit une accélération. Absolument. On accélère, mais on peut aussi s'arrêter très vite s'il n'y a pas d'accompagnement. Et pour l'instant, ça plafonne. Il ne faut pas faire juste le sprint. Il y a des actes à créer et valoriser les logiciels qui sont évalués et efficaces. Alors, il y a un sujet que vous avez abordé qui était justement l'objet de ma dernière question, c'était sur les exclus du numérique. Ce qui est formidable, c'est de voir que finalement, ce n'est pas parce qu'on n'est pas connecté chez soi qu'on ne peut pas en bénéficier. Au contraire. Je voudrais votre avis tous les deux pour terminer sur comment que les exclus soient moins ou plus exclus du numérique. Peut-être en tant que patiente et représentant de patients. C'est quelque chose de fondamental. C'est que le numérique ne doit pas construire une fracture de vitesse, de 2 vitesses dans la prise en soin. Et ça, c'est vrai que les professionnels, ils sont très attentifs. On a des infirmières libérales, on a des infirmières qui font maintenant de la pratique avancée, qui vont être... Et dans le télésoin, on voit bien que parfois, on est sur du télésoin pour des patients qui sont en fracture numérique ou en fragilité, pour qui il n'est pas question de les mettre devant une visioconférence et de les faire participer. Mais si quelqu'un les accompagne, et si un professionnel les accompagne, eh bien, il y a une réassurance et il y a une facilité. Donc ça, c'est un élément. On parlait tout à l'heure des accompagnants. Eh bien, dans les accompagnants, ces accompagnants-là, l'accompagnant numérique pour les populations fragiles va être hyper important. Le mot de la fin, Daniel Benamoudig. Sur ces inégalités, effectivement, il y a un enjeu majeur qui n'est pas nouveau, malheureusement, dans le domaine de la santé. On sait que tous les phénomènes de santé sont assez lourdement frappés par ces questions de gradient social et d'inégalité sociale. Donc là, on a une variable supplémentaire, il va falloir être vigilant. Il y a, encore une fois, une question de conjonction entre des systèmes techniques et puis des environnements humains pour ce type de population-là, qui sont nombreuses en France. On parle de 6-7 millions de personnes qui sont beaucoup, éloignées du numérique. Il y a un enjeu pour aller vers, comme on le fait pour les politiques sociales en matière de santé. C'est une autre forme d'accompagnement, c'est une autre forme de relation, et il faut probablement aussi des types de compétences, des types de dispositifs qui doivent être construits et eux-mêmes accompagnés en quelque sorte pour permettre ce type de On est relation. sur le bon chemin ou pas ? On a un enjeu qui est devant nous. Je ne suis pas sûr que le chemin soit très balisé sur ces questions. Un grand merci à vous trois d'être revenus pour répondre à ces questions. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Nous allons maintenant retrouver Dominique Pont en direct de son bureau toulousain. Monsieur Pont, vous avez très largement contribué la semaine dernière aux assises citoyennes du numérique en santé en tant que responsable ministériel du numérique en santé. Quels ont été les grands enseignements de cette manifestation ? Oui, bonjour. Donc, ces assises citoyennes du numérique en santé, l'idée, c'était de faire un bilan après une grosse année de travail de co-construction de ce que les Français, les citoyens sur les territoires souhaitaient en matière de numérique en santé pour eux-mêmes. Donc l'idée, c'était de construire dans des ateliers un petit peu partout sur des territoires très divers leur vision du numérique en santé, de l'avenir du numérique en santé en France. Et ensuite, on avait fait un sondage
dont le résultat a été présenté lors des assises citoyennes du numérique en santé qu'on a organisées la semaine dernière. Ce qui a été révélé, c'est que dans ce sondage, il y a une évolution majeure en fait, de la perception de l'intérêt pour les Français du numérique en santé, notamment avec un indicateur assez important qui était pas du tout le même il y a encore quelques années. Aujourd'hui, uniquement 9 personnes des Français considèrent que le numérique en santé n'est pas une bonne chose. Un Français sur 2 y est très favorable et on va dire environ 40% des Français considèrent que si ils ont les bons outils, c'est le moment d'y aller. Effectivement, la période Covid, et c'est ce qui a été révélé pendant les assises, a largement accéléré cette perception de l'intérêt du numérique en santé en France, vu du citoyen français. Je ne parle pas que des patients, hein, vu du citoyen de manière générale, avec un taux de satisfaction sur l'utilisation des nouveaux outils, notamment l'outil de téléconsultation, à plus de 90% de satisfaction. En gros, un Français sur 2 dit pour la première fois, j'ai utilisé un outil numérique pour la santé, soit un outil de téléconsultation, soit un outil de réception de ces résultats via un canal numérique, et 90% se dit satisfait du service rendu. Le dernier point qui a été révélé pendant ces assises citoyennes du numérique en santé, c'est l'appréhension, la perception des Français sur ce qui va leur être proposé dans le cadre de la feuille de route ministérielle du numérique en santé, et à partir du 1er janvier 2022, ce qu'on appelle l'espace numérique de santé, qui est en gros son coffre-fort numérique des données de santé proposé et garanti par les pouvoirs publics, avec une adresse de messagerie sécurisée de santé, avec un store, un magasin numérique d'applications développé par tout l'écosystème, start-up, industriels, même hôpitaux, qui pourront proposer et mettre à disposition du citoyen français dans cet espace numérique de santé des applications de prévention, de gestion de son parcours de soins, de télésurveillance, de téléconsultation, etc., etc., mais avec un tampon de garantie éthique des pouvoirs publics. Eh bien, cette perspective d'ouverture dans un petit peu plus d'un an pour 60 millions de Français de cet espace numérique de santé est perçue par 80% des Français. 8 Français sur 10 disent qu'ils perçoivent ça de façon très positive, notamment sur le fait que, ils vont redevenir les patrons de leur santé au travers du numérique. Les patrons de leurs données de santé, c'est eux qui vont les gérer, qui vont donner les consentements sur l'accès à leurs données de santé. Et ça, c'est un vrai plébiscite sur cette vision-là. Le deuxième axe qui a été saillant dans cette enquête et qui a été révélé la semaine dernière pendant les assises, c'est le fait qu'ils souhaitent qu'avec une très large majorité, au-delà de 85% des sondés, que l'État soit garant de l'éthique et que ça soit une plateforme souveraine. Donc la question de la souveraineté du numérique en santé en France est devenue saillante. C'était probablement pas le cas encore il y a 5-6 ans. Donc là, on sent qu'il y a une vraie volonté citoyenne de réapproprier de façon souveraine les données de santé dans un cadre régalien et français, voire européen. Et ce qui a été révélé aussi, exprimé par des patients, par des citoyens, par des associations de patients, comme élément clé, c'est il faut absolument que si l'État et les industriels portent ce type d'outils, il faut que ça soit au service d'une bonne coordination des soins entre les professionnels de santé, et on souhaite que la coordination des soins via le numérique soit facilitée et sécurisée. Il y a un gros sujet autour de la sécurisation, des gros sujets de préoccupation des Français. On avait déjà constaté ça toute l'année passée dans nos ateliers citoyens. C'est le sujet de la sécurité. On doit proposer un cadre et des solutions techniques qui, même si c'est jamais parfait la technique, mais en tout cas où on puisse mettre tous les moyens pour garantir cette sécurité et dans le respect de l'intimité liée à ces données de santé. Et l'autre axe majeur, c'est vous devez tous, vous, système de santé, vous, écosystème de la santé, réfléchir à tout ce qui permettrait de ne pas mettre sur le côté de la route les gens qui sont exclus du numérique. Donc, inventer des systèmes d'accompagnement numérique, trouver des moyens numériques, d'avoir des délégations pour se faire parrainer sur des outils, avoir des possibilités de s'appuyer sur d'autres personnes pour vous donner accès à
à ces services numériques du futur auxquels maintenant tout le monde croit. Donc pendant ces assises citoyennes, ce qui était vraiment super, c'est que une fois n'est pas coutume, c'était pas le système de santé ou les experts de la e-santé qui expliquaient ce que eux pensaient que les citoyens voulaient, c'était les citoyens eux-mêmes qui s'exprimaient et c'était le système de santé qui écoutait les attentes, les peurs, les craintes, les désirs. Un grand Donc merci, monsieur. Oui. ça a été un moment assez réjouissant, voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à notre session du jour. Merci beaucoup. Alors Gérard Friedlander, on est ravi de vous avoir avec nous. Vous êtes délégué général de la Fondation Université de Paris qui fédère entre autres les facultés de médecine de Paris, Descartes et Diderot. Alors on a énormément parlé durant nos tables rondes, encore tout à l'heure, de la formation. C'est bien d'innover, mais si on innove et qu'on ne forme pas, ça ne sert pas à grand-chose d'innover finalement, parce qu'on ne va pas déployer. Et là, pour le coup, vous êtes vraiment en première ligne sur ces sujets, notamment vous avez eu le plaisir de lancer ce magnifique projet qui est la Fondation de l'Université de Paris pour soutenir d'ores et déjà ces innovations dans un contexte aussi de formation pour accompagner ce passage à l'échelle. Et là, je crois que vous avez eu une année 2020 quand même assez dense en fait. Oui, mais merci d'abord pour cette occasion de présenter un nouveau bébé, cette fondation, parce que l'Université de Paris est une nouvelle université qui a un long passé parce qu'elle est issue de la fusion de deux grosses universités en région parisienne. Et puis, la Fondation, elle l'accompagne et elle est là pour la magnifier, pour la rendre plus belle, plus visible, plus puissante, plus réactive, plus agile. Tout ce qu'on rêve d'université et que de temps en temps, quand on écoute les informations le matin, on se dit, est-ce que c'est vraiment ça l'université en France ? Et donc, je trouve que cette crise Covid est à la fois effroyable et une opportunité. Alors, il y a eu un avant-Covid, et on a fait des choses en avant-Covid. Et si on parle d'intelligence artificielle et de e-santé, avant même le Covid, on a monté une chaire d'intelligence artificielle en santé qui est une chaire de formation. Et vous avez absolument raison. L'université est là pour transmettre, pour acquérir du savoir et le transmettre. Le transmettre à des jeunes, mais le transmettre aussi de manière latérale à la société civile. Et donc, cette chaire d'intelligence artificielle en santé, elle a eu un succès incroyable parce que, sans en faire aucune publicité, on a monté un diplôme d'université qui a été extrêmement connu rapidement. Et qui a accueilli combien de personnes ? On l'a fait restreint au début, on s'est dit, bon, il n'y aura pas de succès, donc on a dit, on va prendre 35 étudiants en diplôme d'université. On a eu 350 candidatures, et cette année, on est obligé de changer un peu d'échelle. Et on lui a fait faire des petits, c'est-à-dire ce qu'on a appelé des masterclass, des formations plus courtes, très métiers, intelligence artificielle en imagerie, ce qui est un sujet majeur, en oncologie, vous venez d'en parler. Et puis, il y a des sujets très transversaux qui intéressent tout le monde, on l'a bien vu, éthique et réglementation en intelligence artificielle, particulièrement dans le domaine de la santé. C'est le Far West aujourd'hui. On ne peut pas rester à l'époque du Far West. Dominique Pont l'a souligné, les Français sont en attente sur ce absolument, sujet. Il y a une attente absolument considérable. Et donc, on l'accompagne, ce mouvement. Et puis, cette fondation, et je pense que c'est important de le dire, Dominique Pont a montré comment la puissance publique est là pour répondre à des questions. La puissance publique ne peut pas tout. Et la fondation, très clairement, moi je me fais le chantre du partenariat public-privé. Et on en a eu des exemples magnifiques au cours du Covid. Quand on a installé en 3 jours le plus grand parc d'imprimantes 3D à Cochin pour fabriquer des visières pour les soignants et des pièces de respirateurs artificiels pour les patients, on était absolument dans notre rôle, c'est-à-dire l'interface entre innovation et soins. Quand, de la même manière, on a lancé le plus grand essai sur les soignants, puisque Covid Hop est un essai sur 4000 soignants de l'assistance publique, vers qui on s'est tourné ? Vers des partenariats privés. Et AXA, pour ne pas les nommer, nous ont beaucoup aidés. Et moi, je trouve que c'est formidable de dire
et je serai un tout petit peu moins péremptoire que Madame la Présidente de la région, tout le monde a pris sa part. Les cliniques ont pris leur part, les hôpitaux privés ont pris leur part. Et nous, on essaye d'accompagner ce mouvement-là avec de la formation et avec de l'innovation. Innovation, juste un mot, un incubateur en e-santé qu'on a inauguré il y a près de quelques mois, qui va permettre à des jeunes start-up de monter en visibilité, en puissance, en compétences, grâce à des mentors. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas bien, pas assez en France, et qui est vraiment du domaine de l'enseignement, c'est le mentoring. Quand on est un jeune en train de se former, on a besoin d'un mentor qui vous prenne par la main. Et ces mentors, eh bien, il faut qu'ils aient à la fois la compétence, la patience et l'envie d'aider. Et puis, je voudrais juste terminer en disant que le Covid, nous l'espérons tous, aura un après. Et nous sommes déjà en train de penser à l'après-Covid. Non seulement le suivi des patients qui ont été malades, comment vont-ils évoluer au cours du temps, non seulement les patients qui vont être vaccinés, les sujets qui vont être vaccinés, que vont donner ces vaccins dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, on n'en sait rien. Hein, on apprend en marchant, mais comment est-ce qu'on va être capable d'accélérer en transformation digitale de l'enseignement, ce qu'on a été obligé de faire en cette période Covid, et comment on va passer le cap pour ouvrir les portes avec un peu d'optimisme. Formidable. Merci beaucoup, Gérard Friedlander, d'être Gérard. venu nous rejoindre. Et maintenant, nous allons accueillir Régis Sénégou, alors, qui est Market Leader Santé pour justement la conclusion de ce symposium. Nous avons défini aujourd'hui des enjeux de transformation du système de santé au niveau du territoire et au niveau national. Gérard Friedlander a fait ressortir le besoin d'accompagner les changements. Quels sont, selon vous, les grands thèmes qui ressortent de ce symposium pour concrétiser la réconciliation de ces fameuses 3 sphères? Effectivement, c'est vraiment un enjeu énorme. En fait, on sent le bouillonnement, le jaillissement et puis l'envie d'avancer. Et puis on sent en même temps cette espèce de consanguinité qui s'installe, d'intrication entre la e-santé et le médical à son meilleur niveau. Donc on sent qu'on a changé d'époque. Donc, et je trouve que ça a été remarquable de voir comment les 3 sphères ont matérialisé ce changement d'époque, parce que ça intervient en plus à un moment particulier du temps, qui est le Covid. Donc, au-delà de ce constat, moi je vois 3 axes se dégager, qui sont revenus en mantra de manière très régulière. Un axe scientifique et éthique, un axe économique et un axe juridique, technique, social, qui sont 3 fondamentaux. Et si on zoome un petit peu plus, du coup, Régis, dans chacun de ces sujets, cela veut dire quoi pour l'économie et le social, par exemple? Alors, pour l'économie et le social, on voit bien qu'on ne mettra pas en place des solutions de e-santé pérennes si on n'a pas un modèle économique pérenne. On est capable de faire des investissements, il y a une innovation et un champ d'innovation qui sont remarquables. Je veux dire, en France, si on voit tout ce qu'on est en train de faire sur l'intelligence artificielle, sur le traitement, ce que rappelait Fabrice tout à l'heure, sur l'accompagnement des patients dans le cancer, par exemple, et les démonstrations qui ont eu lieu, mais ça ne sera que lettre morte si on ne met pas en place un modèle économique pérenne qui va permettre aux industriels, aux start-up et à l'ensemble des patients de trouver un accès à la e-santé. S'il n'y a pas un remboursement, pour faire simple, on n'arrivera pas à lancer globalement. Je prends pour exemple l'Allemagne. Ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui, qui crée un appel d'air en Europe de manière très très importante. Enfin, l'Allemagne a lancé une politique de remboursement massif d'applications pour permettre de créer l'innovation. Donc, si, comme le rappelait Fabrice aussi tout à l'heure, si on n'est pas dans l'année qui vient ou l'année suivante maximum avec un programme de ce type, toute l'innovation partira. Et ce qu'on aura fait, ce sera lettre morte. Mais du coup, ce numérique, est-ce que c'est quand même une science? Pas encore aujourd'hui. Ça devient une science. On l'a rappelé, je veux dire, ce qu'on a vu sur maladie coronavirus, on voit bien que c'est de la science. Mais c'est de la science à condition qu'on veuille y mettre de la science. On a fait de la e-santé avec de la poudre de perlimpinpin pendant un certain temps. On a fait du marketing. On est sorti de tout ça. Maintenant, on fait de la science.
de la belle science. Et on doit appuyer ce côté scientifique. C'est pour ça que je liais scientifique et éthique. On ne fera pas de belle science si on n'est pas éthique, ou alors on fera de la mauvaise science. Mais si on veut faire de la belle science, alors il faut trouver les bonnes méthodes, pousser la bonne méthodologie, encourager les chercheurs, encourager l'innovation en intelligence artificielle et l'accès à la data, mais tout ça dans un cadre éthique clair qui va nous permettre de prouver, de démontrer et donc de rassurer. Donc c'est un cadre juridique et éthique en fait. On a beaucoup parlé de RGPD, de réglementation. En fait, maintenant, il faut qu'on rentre dans une combinatoire des deux, si je comprends bien. Oui, pour moi, les deux sont vraiment intimement liés. C'est-à-dire que la technique permet au juridique d'être supporté et de rassurer l'ensemble. Si on n'a pas de la technique claire, alors juridiquement parlant, on ne sait pas ce qu'on fait. Et donc, à partir de là, il nous faut avoir un cadre juridique qui soit clair. On a un cadre juridique clair qui est protecteur, et c'est légitime qu'il soit protecteur. Mais il faut que sur ce cadre juridique, on ait les assets, les sous-jacents et tout le support nécessaire pour qu'il puisse s'exprimer, que ça ne soit plus une contrainte, mais finalement un effet de levier. Plus on rassure, et on l'a rappelé tout à l'heure, plus on rassure les patients, plus ils sont prêts à partager et plus ils sont prêts à venir pour utiliser ça. On l'a vu dans Maladie Coronavirus, en quelques jours, grâce aux assets, on a pu développer quelque chose qui a rassuré l'ensemble des acteurs et qui a permis d'obtenir 13 millions de questionnaires. Je veux dire, on est à changer d'époque. C'est énorme. Et du coup, on arrive au bout de ce symposium. Donc, un mot de la fin, Régis ? Alors, un mot de la fin, c'est surtout un remerciement. Je crois que quand on voit la qualité des échanges, la qualité de ce qui a été construit dans un temps aussi complexe, je l'évoquais tout à l'heure, moi je suis bluffé de voir comment on a réussi à faire venir des politiques et des scientifiques du meilleur niveau, des acteurs de l'ensemble du secteur, tout ça en étant le plus respectueux des contraintes auxquelles on a été confrontés. Donc je voulais vraiment remercier toutes les équipes de DocaPost qui ont fait un travail remarquable et toutes les équipes du Point qui ont fait un travail d'accompagnement aussi. Je crois que vraiment on peut s'auto-congratuler, on a fait un magnifique symposium. Et moi, je voulais aussi vous remercier, vous tous qui nous avez suivis, tous les intervenants qui ont participé, effectivement les équipes techniques qui ont fait un boulot formidable. Et je laisse juste la parole à David pour quelques informations pratiques. Et oui, l'histoire ne va pas s'arrêter là. Au contraire, on a passé un bon moment ensemble, on va continuer. Vous avez été d'ailleurs très nombreux à manifester durant toutes les émissions qu'on a réalisées, des retours très positifs, donc c'est encourageant pour nous. Aussi, nous allons continuer le symposium après ce symposium. Et dès demain, vous allez pouvoir accéder à une spéciale Les Trois Sphères. Donc nos experts vont continuer à alimenter des tables rondes. Donc vous allez pouvoir en retrouver deux dès demain sur le blog Les Trois Sphères, le même que vous avez utilisé pour vous connecter aujourd'hui sur l'événement. Et donc, par exemple, demain, vous aurez une table ronde sur comment mieux impliquer les patients et les professionnels de santé en territoire. Là, on a entendu que c'est un sujet très important, donc on va zoomer dessus avec Delphine Mallet, qui est présidente de la Poste Silver Économie et Santé, le docteur Laurent Debastard, qui est un médecin généraliste qui représente la commission Nouvelles Technologies de l'URPS et la santé. On va aussi avoir des startups. On le voit, l'innovation, c'est quelque chose d'important. Ça passe aussi par elle, avec notre programme French IoT, avec Vanessa Chocteau et Victoria Pagnon, qui portent ce programme, qui vont venir s'exprimer. Et puis deux start-upers, le docteur Sarah Sebag-Perre-Lavade, qui est CEO de Wisteams, et Emmanuel Bibot, qui est président de Pozos. Donc rendez-vous dès demain sur le blog Les Trois Sphères, dès jeudi. Et puis, pour tous ceux qui n'auront pas pu voir toutes les émissions, et ça arrive, on en a bien conscience, à partir de mardi prochain, 1er décembre, vous pourrez retrouver tous les replays en ligne sur le même blog Les Trois Sphères. On va publier sur ce même blog tous les 15 jours 8 tables rondes et donc du coup vous allez avoir accès à cette communauté d'experts qui a grandi, qui a grossi. On a aujourd'hui 40 intervenants mobilisés sur cet événement. Donc voilà, on va continuer à poursuivre cette aventure, débroussailler ce chemin du numérique en santé. On en a besoin. Mais pour le coup, il y a encore beaucoup de choses à construire, on l'a vu aujourd'hui. Donc rendez-vous à l'année prochaine pour une future séquence Les Trois Sphères, et cette fois-ci sur l'après-Covid. Oui. Et en présentiel. Et en présentiel.